Si les éléments de langage repris par le gouvernement évoquaient des dérives individuelles et non une affaire d'État, nombre d'observateurs ne s'y sont pas trompés en ajoutant le suffixe gay au nom propre Benalla, et ce dans les heures qui ont suivi les révélations sur les vidéos du 1er mai et le train de vie de ce proche de l'Élysée. Plus étonnant, l'absence de prise de parole officielle du président Emmanuel Macron dans les jours qui ont suivi ces révélations. Toutefois, le discours officieux prononcé à la Maison de l'Amérique latine fait émerger des stratégies discursives propres à la communication de crise, et similaires au Penélope Gate. Des paroles prononcées comme autant des passages obligés dans un parcours argumentatif construit à grand renfort d'éléments de langage, sagement récités dans les médias par M. Benalla. Les différentes postures argumentatives dépeignent ainsi des structures idéologiques sous-jacentes, tel un parcours sémiotique, une grammaire, à laquelle les dernières crises politiques majeures, DSK, Cahuzac, Fillon, nous ont désormais habitués. Ce parcours sémiotique se réalise autour de 4 séquences majeures, allant du mensonge avéré à la vérité reconstituée, en passant par l'hubris et le déni. Première séquence, le mensonge avéré et médiatisé, marqueur d'une défaillance républicaine. Point de départ du brasier, des révélations portées à la vue de tous par l'intermédiaire des médias. Ces révélations mettent en cause un proche ou le représentant politique lui-même. Le mensonge est en fait un paradoxe entre certains faits avérés et un positionnement idéologique, moral et, la plupart du temps, judiciaire. Autrement dit, les valeurs proclamées sont en contradiction avec les mots ou les images médiatisées. Une, celle du Sofitel dans le cas de DSK qui souhaitait incarner l'image du présidentiable. 2, celle d'une Pénélope absente et pourtant rémunérée par l'Assemblée nationale. 3, celle de la manifestation du 1er mai pour Benalla, prolongement d'une république proclamée exemplaire par Emmanuel Macron. Dans le cadre du Benalla Gate, la contradiction est donc à la fois symbolique, valeur opposée entre l'idéal proclamé d'exemplarité et la réalité des faits, et judiciaire, s'arroger la violence légitime de l'État dépeinte par Weber, sans être un policier. Un épisode qui révèle toute la difficulté de faire campagne sur les thèmes de la probité et de l'exemplarité, le storytelling du chevalier blanc en but aux limites du réel et du concret car, c'est bien connu, en théorie tout se passe bien. Deuxième séquence, le déni de la réalité, marqueur d'une déconnexion avec la réalité. Le premier mécanisme de défense naturelle qui se met en place est, le plus souvent, le déni de la réalité. Face aux preuves factuelles, les sujets concernés fuient le plus souvent la réalité, phase psychologique bien connue pour se protéger d'une réalité trop accablante. Les déclarations se font à la volée, au détour des rues et des micros. Alors que François Fillon proclamait, sans jamais en comprendre l'impact auprès du citoyen lambda, « Un ami m'a offert des costumes, et alors ?» La fin de la phrase sous forme de question porte en elle le germe du mépris et de la condescendance. Deux aspects qui étaient observables dans la gestuelle d'un président en déplacement en Dordogne et qui affirmait, sourire en coin, regard à peine adressé, la République est inaltérable. C'est dans cette séquence que la crise politique prend des proportions insoupçonnables par les acteurs concernés. Plusieurs attitudes étaient pourtant possibles, la réactivité, la solennité, la reconnaissance de la faute à travers des excuses publiques. La voie du déni privilégié, c'est un caractère qui se dessine, un tempérament à la fois obtus et déconnecté du réel. Une image qu'il sera bien difficile de gommer et de rééquilibrer par la suite. La machine du Pygmalion est lancée, quand bien même vous seriez innocenté par les preuves, vous serez toujours coupable dans les yeux de celui qui vous regarde. Coupable d'un défaut de cœur et de ressenti, Machiavel n'écrivait-il pas que l'affection du peuple est la seule ressource qu'un prince puisse trouver dans l'adversité ?
Troisième séquence, l'hubris, la mise en accusation et le défi, marqueur de la marginalisation. C'est sans nul doute la phase la plus violente, si ce n'est grotesque, de la crise politique. Démesure, emphase, et sentiment de supériorité sont les qualificatifs les plus pertinents pour décrire les prises de parole, peu habituelles, des représentants mis en cause. Qualificatifs que l'on peut regrouper en un terme, l'hubris ou la maladie du pouvoir. Nous sommes ici à l'acmé de l'épisode politique, c'est la contre-attaque accusatrice, suivie de près par le défi bravache lancé aux institutions. C'est aussi le début de la marginalisation. François Fillon ou Emmanuel Macron, une même tactique argumentative qui consiste à renier une presse qui ne cherche plus la vérité Emmanuel Macron, ou qui déverse de la boue sur la figure François Fillon. Coup de poing lancé publiquement aux médias, et annonciateur du défi, sous forme d'interpellation directe, aux institutions politiques ou judiciaires. Ainsi François Fillon dénonçait-il sur les plateaux télévisés une présomption d'innocence disparue TF1, et un cabinet noir France 2. Emmanuel Macron a suivi la même stratégie. Beaucoup plus étonnant de la part du candidat ayant fait campagne en opposition contre cette rhétorique subversive, et autour de la notion de rassemblement. L'épisode qu'ils viennent me chercher est bien une faute stratégique, renforçant le phénomène de cour et de favoritisme, justement dénoncé par les médias, puisque lancé à la cantonade devant un public de partisans, il armait déjà esselé. Quatrième séquence, la vérité reconstituée et euphémisée, marqueur de la novlangue. Dernière phase chronologique symptomatique de la crise politique, précédant souvent le volet judiciaire, la prise de parole officielle et médiatisée. La reconnaissance de la faute se colore de tonalités différentes, allant de l'aveu officiel avec reconnaissance de la faute, comme dans l'affaire Cahuzac, à la vérité reconstituée avec glissement sémantique, comme dans l'affaire Benalla. Dans tous les cas, la vérité est euphémisée et la réalité des faits amoindrie. La faute devient humaine, et donc pardonnable, en prenant les atours d'une part d'ombre ou d'une grosse bêtise. Les coups donnés par Benalla deviennent ainsi vifs mais sans violence. Les manifestants sont en réalité des délinquants, et le bourreau devenant ainsi le protecteur de l'état de droit. En renversant les mots, les déclarations d'Alexandre Benalla permettent un renversement sémantique, et bien sûr, idéologique. Ces déclarations, loin d'éclairer la vérité, revisitent le réel pour mieux en construire les contours, façonner une propagande dont les éléments de langage en sont la vitrine la plus clinquante. Cette façon d'utiliser les mots pour mieux se détourner du réel, en voilà l'utilisation la plus totalitaire que dénonçait Orwell à travers sa novlangue. Finalement, ce parcours sémiotique reste sur une incertitude. Les affirmations « ma femme était mon attaché parlementaire Fillon » et « personne auprès de moi n'a jamais été protégé, soustrait aux règles de la République Macron », ne pouvant être facilement démontrées, seulement défendues. Désormais, seul le volet judiciaire peut apporter les réponses à ces deux histoires. Pour ce qui est du symbole et de l'exemplarité républicaine, la loi de moralisation de la vie publique restera bien maigre en comparaison des défaillances d'un système dont les dérives népotiques apparaissent évidentes.